Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Sarreguemines se paie une sacrée vitrine culinaire. Mathieu Otto, chef à l'auberge Saint-Walfried, décroche le Bocuse d'Or à l'issue d'un concours culinaire prestigieux. Il sera en lice pour le Bocuse d'Or Europe en juin 2018. À table avec moi aujourd'hui, Sandrine Servino. Salut Sandrine. Salut Jean. Alors, on fait un point sur les sorties. Est-ce que tu as un événement à nous annoncer pour le week-end ? Peut-être le Red Star Moselle Rive Action qui a attiré, qui va attirer en tout cas pas mal de monde ce week-end. On ne peut plus s'inscrire. On peut plus s'inscrire, mais bon, on peut toujours aller voir galérer. Voilà, aller les encourager plutôt. D'accord. Peut-être. Ça démarre à Sarreguemines ce dimanche, 1er octobre. Ok, merci. C'est ça. Nos invités, Patrice Kiel, vous êtes membre du comité de direction du district Mosellan Football, et Alain Barda, responsable technique des jeunes de l'EGEM. Bonjour à vous. On va parler tout à l'heure des labels décernés à deux groupements de clubs en Moselle-Est. Mais tout de suite, notre reporter qui se la joue, BBC World, aujourd'hui, envoyé spécial en duplex à Sarrebruck, où se déroule la 17e édition du Salon européen du livre pour enfants. Salut Thomas. Salut Jean, et oui, on a traversé la frontière aujourd'hui. Alors à Sarrebruck plus précisément, je suis sur la Cora Epstein Platz. C'est une place qui est pas très loin de la place du marché. On va parler tout à l'heure de ce salon de la littérature de jeunesse, c'est le 17e. Qui se passe à Sarrebruck encore une fois cette année. On va en parler avec une auteure qui a reçu un prix d'ailleurs cette année, un prix franco-allemand. Donc il s'agit de Muriel Zürcher. On va parler de son livre, on va aussi parler de son contact avec son public sur un salon comme celui-là. À tout à l'heure. Merci Thomas, à tout à l'heure. Place à l'info en bref dans le 60 secondes. Seconde cuisine au Saint-Walfried, Mathieu Otto remporte la finale du Bocuse d'Or. Il s'est distingué entouré de son commis tout au long des 5 heures d'épreuve. Très ému, il a rendu hommage à ses proches de l'auberge Saint-Walfried et au lycée professionnel Simon-Lazare, où il était en formation. Il va représenter la France à Turin en juin 2018 pour la finale européenne. 30 lots à bâtir, une opportunité rare à Sarreguemines. D'une superficie totale de 2 hectares, le lotissement est en cours d'aménagement face à la piscine. Les lots de 5 à 15 arts seront cédés pour 12 000 € l'art en moyenne, un prix qui se justifie, selon l'agence immobilière, par la qualité de l'emplacement. La construction d'un city-stade à Zétain a commencé, situé à l'entrée du village, près de la salle socio-culturelle. Les travaux sont réalisés par l'entreprise Maeva de Ambach pour un coût de 26 257 € hors taxe. Le stade sera opérationnel au printemps prochain. Le secteur florissant des cours de soutien scolaire, la France serait la championne d'Europe des cours particuliers. Un collégien sur 5 et un lycéen sur 3 y auraient recours. Localement, Excellence et Réussite s'est glissé dans ce créneau porteur il y a 10 ans. Les petits footballeurs labellisés dans la catégorie Excellence. L'entente Jeune Est-Moselle voit son travail auprès des enfants récompensés. Elle fait partie des 117 clubs à avoir obtenu le label. Le JEM est né d'un regroupement des villages de Houndelin, Farchwiller, Ypelin, Médecin, Roulin et Nouswiller. Que se passe-t-il, Sandrine ? Je sais pas, dis-moi. 24 degrés annoncés demain. Oui, il nous donne, le temps nous donne peut-être un dernier jour de répit pour profiter du beau temps avant l'automne et l'hiver. Ouais. Donc, voilà. Mais en attendant, c'est l'été au presque octobre sur Mosaïque. Ben ouais, pourquoi pas ? Ok, on regarde la météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, on termine la semaine en apothéose avant un changement radical de temps annoncé pour ce week-end. Le soleil sera encore une fois bien présent malgré quelques nuages élevés, mais c'est surtout du côté des températures qu'on va pouvoir profiter une dernière fois de notre chaise longue avant de la ranger pour l'hiver. Les minimales iront de 8 à 13 degrés et les maximales de 22 à 25 degrés. Après ça, on retrouvera des températures de saison en attendant le froid de l'hiver, une période difficile pour les insectes
insectes. Et si vous êtes un peu observateur, vous aurez remarqué ces balises jaunes qui signalent la présence d'un réseau de gaz naturel. À Silsheim, la balise a été transformée en hôtel à insectes. GRT, qui exploite le plus grand réseau de gaz en France, marque ainsi son soutien à l'environnement. Côté éphéméride, demain nous serons le vendredi 29 septembre. Nous fêtons les Michel et le soleil nous accompagnera de 7h29 à 19h14. Je vous retrouve tout de suite sur le plateau pour la question du jour et les bons plans sortis. N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine. Un toit terrasse, c'est le bonheur quand viennent les beaux jours. En revanche, c'est l'horreur si ça prend l'eau quand vient la pluie. C'est ce qui s'est produit au Carré Louvain, des infiltrations qui avaient condamné le parking supérieur. Mais cette fois, le problème est réglé, il n'y aura plus d'infiltration, assure la ville. Et les véhicules pourront de nouveau se garer sur le parking extérieur à la fin du mois de décembre. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. La galerie elle-même est entièrement protégée. Il n'y a plus de risque d'infiltration à l'heure actuelle. Ouf! Après des années de galère et des dizaines de seaux d'eau remplis, les commerçants de la galerie du Carré Louvain encore présents peuvent être rassurés. Leurs clients, leurs marchandises et leurs faux plafonds ne devraient plus subir de gêne ni de dommages dus aux infiltrations. Une avancée rendue possible grâce aux travaux actuellement en cours. En 3 mois environ, plusieurs opérations ont déjà été menées. L'ancienne étanchéité et l'isolation ont été arrachées, la dalle en béton a été démolie. En échange, en plus du pare-vapeur, 2 couches de fescon ont été installées pour assurer la nouvelle isolation. Par-dessus, 2 couches d'étanchéité bitumineuse sont en train d'être posées. Cette opération avance rapidement grâce à un appareil qui permet de souder un rouleau en moins de 2 minutes. Cette machine vient du Canada, elle s'appelle la Mini Macadam et donc elle permet de souder l'étanchéité avec un rendement important, c'est-à-dire qu'on arrive à souder 600 m² jour. Et à titre de comparatif, si on n'a pas la machine, on peut souder 150 m² grosso modo par jour. Une fois que l'isolation aura été installée, l'entreprise Colas prendra le relais. Elle appliquera 3 couches d'enrobé pour permettre aux véhicules de circuler et de stationner. Et oui, prochainement, vous pourrez vous garer sur les quelques 80 places du parking aérien du Carré Louvain, une fois que les ouvriers auront terminé leur travail. Ils vont intervenir dans la période octobre-novembre. Normalement, ils auront fini début décembre, sauf intempéries. Mais je dirais que ça n'occulte plus l'usage de la galerie, c'est simplement la condition pour la reprise, l'accès du parking en lui-même. Le montant de ces travaux s'élève à 900 000 €. Et qui paiera au final? C'est une bonne question. Pour l'instant, c'est la ville. Elle entend bien ensuite se faire rembourser. Elle est actuellement dans une procédure judiciaire compliquée avec plusieurs acteurs suite au précédent défaut d'étanchéité de la galerie. Le Carré Louvain, enfin au sec, c'est mieux quand on abrite une médiathèque et des livres. À Sarrebruck, le livre construit des ponts. C'est en tout cas ce que pensent les organisateurs du 17e Salon européen du livre pour enfants. Thomas Drouin est sur place en compagnie d'une auteure, c'est Muriel Zurcher. Et oui, on est de retour donc à Sarrebruck en compagnie de Muriel Zurcher justement, qui a écrit le livre Robin des Graphes que j'ai dans les mains. C'est un livre finalement qui parle d'un graffeur à Paris la nuit et le jour. Il a beaucoup d'autres aventures. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est l'histoire de Sam. Sam, c'est un jeune adulte qui a une vie pas très facile, qui a été élevé dans un foyer parce que ses parents sont décédés. Et là-bas, il a croisé une petite fille quand il était petit, il avait 8 ans à peu près. Une grande histoire d'amitié entre deux. Et un jour, elle est partie, elle a disparu, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et tout ce qui lui reste, c'est un album illustré avec les animaux de l'Arche de Noé. Et pour la retrouver, une fois devenu adulte, il va graffer ces animaux sur les murs de Paris de manière à essayer de la retrouver grâce au buzz qu'il peut faire parce qu'il ne graffe pas sur n'importe quel bâtiment. Il le fait sur pas mal de monuments. Alors c'est un livre dit de jeunesse, donc de littérature de jeunesse. Quel âge il faut avoir pour pouvoir lire ce livre ? En règle générale, il est conseillé par l'éditeur à partir de 13 ans, sachant que, vous l'avez dit, c'est de la littérature de jeunesse, donc après, il n'y a pas tellement d'âge limite. Je pense qu'au départ, 13 ans, c'est une bonne, ça me paraît bien pour pouvoir lire l'ouvrage. Mais un adulte peut le lire.
Un adulte peut le lire, bien sûr. Beaucoup d'adultes, d'ailleurs, le lisent, comme souvent les romans de littérature de jeunesse, parce que les jeunes qui ont grandi avec ces littératures-là, très souvent continuent à apprécier, à aimer ces lectures, à aimer la diversité des genres, à aimer la diversité des styles. Et donc, oui, j'ai toujours beaucoup de lecteurs adultes également. Alors là, aujourd'hui, on est sur un salon à Sarrebruck. Ça veut dire aussi que vous allez croiser certains de vos lecteurs. C'est quoi le rapport qu'il peut y avoir entre un écrivain et ses lecteurs, surtout quand ils sont jeunes ? Le rapport, je dirais que la rencontre avec les lecteurs, c'est toujours un moment magique, c'est un moment précieux dans la vie d'un écrivain, en tout cas dans la mienne, parce que le travail d'auteur, c'est un travail qui est très solitaire. Moi, je passe mes journées, c'est pas du tout romanesque, je suis dans mon bureau, je suis devant mon écran, j'écris mes histoires, je suis envahie par le doute, tout le temps, j'ai ce grand méchant loup, puisqu'on est dans la littérature de jeunesse, j'ai ce grand méchant loup qui m'habite et qui vient me dire « mais l'histoire que tu écris, elle n'intéressera personne, tu écris mal, ça coule pas, la musique des mots n'est pas bonne, etc. » J'ai toujours ça et je travaille. Et j'ai toujours le sentiment d'avoir raté à la fin. Et c'est à l'occasion de ces rencontres-là, des rencontres que j'ai avec les lecteurs, parce que jusque-là, les lecteurs, ils sont un peu évanescents, ils sont théoriques, je ne sais pas qui ils sont. Mais quand je rencontre les lecteurs en chair, en os, et on discute et on parle ensemble, et ils me disent comment le livre a résonné en eux, comment l'histoire a fait écho à leur propre vie. Alors là, je me rends compte que l'histoire que j'ai inventée et le récit que j'ai écrit a pris une autre dimension. Et donc, c'est quelque chose qui est précieux parce que je garde ça après en moi et ça m'aide à lutter contre ce grand méchant loup du doute pour le prochain ouvrage. Alors moi j'invite tout le monde, même les plus âgés, à découvrir ce livre. Donc c'est Robin Desgraphes, disponible dans les librairies en France et aussi peut-être bientôt en Allemagne, parce que c'est un livre qui a reçu le prix franco-allemand de la littérature de jeunesse. Donc signe qu'il faut le lire. Merci Thomas. On change de sujet complètement. Le gouvernement a annoncé hier son projet de loi de finances pour 2018. Quelques jours plus tôt, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, expliquait dans un entretien que la réduction des niches fiscales n'est pas un objectif. Voilà qui a dû rassurer Philippe Escher, directeur de l'agence Excellence et Réussite à Sarreguemines, une société spécialisée dans le soutien scolaire et les cours à domicile, un secteur qui reste florissant et qui vit au rythme de l'école. Thomas Drouin a poussé la porte de l'agence de Sarreguemines. La reprise des cours, pour certains élèves, cela veut aussi dire le retour des difficultés à appréhender le programme et à suivre le rythme. Aussi, la rentrée officielle se double d'une rentrée du côté des entreprises de soutien scolaire, telles Excellence et Réussite à Sarreguemines. Toutes les matières sont recherchées par les parents, mais certaines sont demandées beaucoup plus souvent. Majoritairement, les matières les plus demandées sont les matières scientifiques d'une part, mathématiques, physique, chimie, les langues, l'allemand et l'anglais principalement. Des demandes bien souvent à mettre en parallèle avec la préparation au baccalauréat, mais il arrive aussi que les appels proviennent de parents inquiets de difficultés de leur progéniture. Toutefois, passé la rentrée, il y a moins de disponibilité sur les horaires proposés, car cette année, la société de soutien scolaire a fait face à des demandes très précoces. Les parents ont pris le réflexe d'anticiper et de ne pas attendre que surviennent les difficultés. Donc aujourd'hui, on a des parents qui ont anticipé et programmé le suivi dès le début de l'année à partir de mars-avril pour justement faire en sorte que l'enseignant qu'ils désirent soit disponible. Des demandes venues très tôt l'année précédente qui sont aussi dues à une certaine fidélisation de ses élèves clients par l'entreprise. Elle estime que 80% des parents qui s'adressent à elle le font suite à une recommandation, là où certains reviennent suite aux résultats obtenus par les enfants les plus âgés d'une fratrie. A priori, le bulletin scolaire ne compte pas quand on s'affronte sur un terrain de football. Ce qui est sûr en revanche, c'est que le lien entre qualité de l'encadrement et résultats existe. En Moselle-Est, 2 groupements de clubs ont décroché des labels Excellence et Espoir de la Fédération française de football. Il s'agit de l'entente Jeune Est-Moselle et d'Alliance 2008. Patrice Kiel, en tant que membre du comité de direction du district mosellan, est-ce que vous êtes fier ?
Bien sûr que je suis fier, ou que nous sommes fiers au niveau du district mosellan, que effectivement les groupements qui est composé principalement, pour ne pas dire que, de villages, de clubs de villages, puissent décrocher des distinctions qu'on aurait tendance à croire qu'elles sont réservées aux clubs des grandes villes, Sarreguemines, Forbach, Metz, etc. Un club de village, on va en reparler. Pour vous, Alain Barda, c'est une fierté? C'est une grande fierté pour moi en tant que responsable technique jeune, mais aussi pour les 50 éducateurs bénévoles, tous bénévoles au club, pour les 22 membres du comité et les 270 jeunes qui composent le GEM. Il faut savoir que nos 24 équipes travaillent tous les week-ends rejouent tous les week-ends et sont très fiers de porter le maillot de l'EGEM, en fait. Le maillot de l'EGEM, bien sûr. Alors, on va approfondir le sujet juste après ce reportage. L'EGEM qui a accueilli Jessica Petragallo, Grégory Sebag et Guillaume Dumonteil. À Noosviller-Saint-Nabord, on a mis les petits plats dans les grands pour une cérémonie très attendue par l'EGEM, l'entente jeune Est-Moselle et ses 250 licenciés. Le club s'est vu remettre vendredi soir le label Jeune Excellence de la Fédération française de football. Il salue notamment le travail des éducateurs. Le plan éducatif fédéral est un vrai plan citoyen au niveau de la France qui a été mis en place par la Fédération française de football et le ministère de la Jeunesse et des Sports, ou comment il s'appelait à l'époque, pour faire en sorte qu'à travers le football, tous nos jeunes soient éduqués et deviennent plus tard des citoyens conscients de leurs responsabilités. 430 clubs ont ainsi été labellisés cette saison dans 3 catégories, Espoir, Excellence et Élite. Le GEM, né du regroupement des villages et des clubs seniors de Hundelin, Farchevillers, Ypelin, Metzing, Roulin et Noosviller, fait partie des 117 clubs à avoir obtenu le label Excellence. La formation est primordiale. Nos jeunes, ils pratiquent le football, donc c'est une passion pour eux. Donc l'intérêt pour eux, c'est d'évoluer, c'est de s'améliorer. Et donc ça commence tout petit, à partir de U6, où c'est le foot animation qui prime. Et bien sûr ça devient plus sérieux à partir des U11, U13 où on commence un peu à faire de la compétition. Et ça continue ensuite dans le foot à 11, à partir de U15 jusqu'en U19 où on a les différents niveaux comme dans les seniors, niveau ligue, niveau district. Et où on s'affine et où on prend de la technique, où on essaye d'être meilleur, de s'améliorer. Et donc c'est effectivement une formation qu'on propose à nos jeunes et on essaye de leur proposer une formation de qualité. Le label Jeune Élite, Excellence ou Espoir de la Fédération française de football souligne le travail des éducateurs en matière de formation, des jeunes bien sûr, et le projet éducatif d'un club. Dans le Grand Est, 48 clubs ont été labellisés. Est-ce que c'est beaucoup au regard du nombre de clubs, Patrice Kiel? Ça paraît être beaucoup en entendant 48, mais en réalité c'est très peu. Parce qu'il ne faut pas oublier que les 48 clubs labellisés couvrent toute la nouvelle ligue du Grand Est, donc qui va du Bas-Rhin au Rhin jusque dans les Ardennes. Donc si on imagine le nombre de clubs, le nombre de regroupements qui existent est déjà faible, et encore labellisés encore beaucoup plus. Sachant que les regroupements de clubs, c'est, je dirais, plus ou moins une spécificité de l'Est de cette nouvelle ligue, parce que le plus grand nombre de regroupements, on les retrouve en Moselle et en Alsace. Dans les autres départements, il en existe, mais très peu. Qu'est-ce que ça change d'être dans un groupement pour un jeune, Alain ? Pour être dans le groupement, pour un jeune, ça lui permet il y a des avantages, on progresse plus vite, on progresse mieux, c'est surtout ça. Tout à fait, parce qu'on est encadré quand même par... les enfants sont encadrés par 50 éducateurs, et ces 50 éducateurs sont formés. Nous mettons en place un projet de formation, un projet éducatif, un projet associatif, un projet sportif au sein de l'EGEM, qui compose en fait notre projet club, le projet club qui s'appelle l'Entente fait la force 2020. Ce projet a été établi justement pour que les enfants puissent... à chacun son niveau, vivre le football comme il l'entend. C'est-à-dire qu'un enfant qui est peut-être un peu meilleur pourra jouer dans une équipe qui jouera à un haut niveau ligue. Un enfant qui est peut-être un peu moins bon jouera peut-être au niveau district, mais pour autant il aimera le football et il continuera à jouer au football. C'est ça le plus important. D'accord. Qu'est-ce que ça change pour les financements d'un club et peut-être aussi l'action du district ? Au niveau que ce soit du district, de la ligue, il y a des aides, que ce soit des dotations en matériel ou que ce soit de petites aides financières, mais le label devrait surtout être reconnu par les collectivités, communes.
Oui, devrait. Parce que c'est pas toujours facile. Bon, je rappellerai que tous ces regroupements sont formés avec des clubs de village. Donc les municipalités n'ont pas forcément les moyens financiers d'apporter des aides. Il y a les seniors d'une part, mais il y a aussi les jeunes n'ont pas forcément les moyens financiers d'appuyer dans la mesure ce qu'il faudrait pour ces regroupements. Alors que dans une ville aura tendance à mettre un coup de plus lorsque le club sera labellisé par rapport à celui qui ne l'est pas. Alors, les deux alliances, les deux groupements dont on a parlé, hein, le GEM et Alliance 2008, ce sont des groupements relativement importants. 6 communes pour le GEM, 12 communes pour Alliance 2008, des groupements apparus dans les années 2000, alors sans doute pour fédérer des moyens aussi pour faire face à l'offre grandissante de sport proposée aux enfants. Est-ce que c'est un peu ça, l'avenir des clubs ruraux? Forcément. Pour la bonne et simple raison que dans les villages, la démographie étant ce qu'elle est, il y a de moins en moins de clubs qui peuvent faire des équipes et faire pratiquer les jeunes du village dans les différentes catégories. Ça s'est déjà vu les dernières années, mais on n'a pratiquement plus le choix. Là, les enfants, que ce soit dans le groupement de l'EGEM auquel je participe également, que ce soit Alliance ou que ce soit les autres du Pays de Beach, etc., les gamins ont la chance de jouer dans leur catégorie, d'être encadrés, comme mon collègue l'a dit, par des éducateurs diplômés. Donc les parents savent à qui ils confient l'enfant, et puis chacun joue, comme on l'a dit tout à l'heure, à son niveau. Autrement, s'il n'y avait pas les regroupements, il y aurait une année une catégorie par-ci, une catégorie par-là, et on n'avance pas. Est-ce que ça facilite le foot féminin? Également, parce que là, au niveau de l'EGEM, il y a, mais Alain peut en parler mieux que moi, il y a 2 équipes de jeunes filles, uniquement de jeunes filles, dans la catégorie U7 et U9. Tout à fait. On a réussi à mettre en place les féminines à partir de l'année dernière. Il y a déjà une quinzaine de licenciés filles actuellement, et ça a tendance à se développer encore plus. Donc c'est vrai que par rapport à ça, on est bien. Alors, on ne peut pas ne pas souligner le travail des bénévoles, des dirigeants, des parents, enfin en tout cas le bénévolat au sens large. Ce sont eux qui forment, qui donnent du temps, qui font les déplacements. Alors, ça marche tellement bien que l'EGEM se positionne à la 10e place du challenge des meilleurs clubs jeunes de Lorraine, devant le Sarreguemines FC. Qu'en pensez-vous en fait de cette dynamique? C'est juste, comme le label, c'est une juste récompense pour toutes ces personnes qui travaillent tous les week-ends et en semaine, que ce soit pour l'entraînement, que ce soit pour l'accompagnement des équipes, les déplacements, etc. C'est une juste récompense. Et je pense que, sans trahir la mémoire de personne, je pense que c'est une fierté. Et également, ça doit être un encouragement à poursuivre dans cette voie et voir à ce que demain, peut-être de nouveaux bénévoles, parce que le bénévolat dans tous les domaines est en régression, il ne faut pas se leurrer, que ce soit dans le football ou ailleurs. Et demain, il serait intéressant que de nouveaux parents s'y imprègnent un peu plus, s'y mettent pour rejoindre le club. Ça pèse aussi sur vos résultats sportifs, j'imagine? Eh bien, ce bénévolat, cet engouement, cette dynamique? C'est sûr qu'au niveau sportif, on a une dynamique qui est en train de se créer. Nous avons par exemple nos U19 qui sont qualifiés pour la demi-finale de la Coupe Gambardella. Chose qui n'est pas arrivée souvent à l'EGEM. Nous avons toute une dynamique au niveau des U11, des U13 qui permet d'avoir des résultats, des vrais résultats, des résultats probants. Et c'est vrai que c'est un travail à long terme, c'est-à-dire qu'il faut voir ça sur l'avenir, c'est sur les 10 prochaines années. C'est sûr que les résultats, des fois, peuvent varier en fonction des générations, comme le disait Patrice tout à l'heure, en fonction des générations où il peut y avoir des générations de footballeurs et puis des générations où c'est un peu moins bon. Et donc, mais sur la durée, je pense que les résultats viendront. Patrice Kiel, Alain Barda, merci d'être venus sur ce plateau. Merci à vous. Merci. On va poursuivre l'émission, mais d'abord une page de pub et on se retrouve pour la chronique Sortir. Bonjour, bienvenue chez Aqua Alsace, un univers zen. Aqua Alsace ouvre ses portes au public du mercredi 4 au dimanche 8 octobre de 9h à 19h. Profitez de nos bonnes affaires et laissez-vous gagner par l'ambiance de notre showroom. Aqua Alsace, c'est 500 mètres carrés de produits innovants et une équipe forte de 19 ans d'expérience. Pour
pour un déguisement d'enfer. Festivité à Sarreguemines. Pour Halloween, Festivité vous propose un grand choix de costumes, de décorations et d'accessoires indispensables. Festivité déguise aussi vos yeux avec des lentilles fantaisie. Festivité, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festivité vous souhaite un terrible Halloween. Festivité, festivité, des idées toutes faites. Martine, t'as le garde-boue qui frotte. Qu'est-ce que tu dis? T'as le garde-boue qui frotte. Écoute, yo, moi j'entends rien avec ce garde-boue là qui frotte. Entendez la voix de la raison avec la passion de l'audition. Match à l'extérieur pour le SFC samedi. Il faudra absolument chercher des points à Lunéville. Suivez la rencontre en direct sur Mosaïque dès 18h avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Le réseau social a parlé, nous allons l'écouter. Voici la question Facebook. Depuis leur commercialisation, les drones font parler d'eux par rapport à leur utilisation, leur autorisation, mais surtout leur réglementation. De votre côté, que pensez-vous des drones? Est-ce que vous avez peur pour votre vie privée? Dites-nous tout ça en commentaire et on en parlera sur Mosaïque. Alors Sandrine, est-ce que nos internautes craignent pour leur vie privée? Eh ben, en majorité, oui, et pour des raisons différentes. Laura nous dit, par rapport à la vie privée, j'ai peur qu'elle ne tombe sur de mauvaises personnes qui l'utilisent de façon perverse ou je ne sais quelle idée tordue. Muriel a un peu le même sentiment, elle écrit « ça aurait dû être réservé aux armées ». Surtout pour les drones qui filment, aujourd'hui c'est une porte ouverte à tout. Nous sommes dans un monde de voyeurisme, à quand porterons-nous une puce également? Donc elle va un petit peu loin. Danielle, elle, a peur surtout des accidents, en fait. Elle nous dit « imaginez s'ils tombent sur la tête des gens ou sur les voitures qui provoqueraient encore d'autres accidents. Je n'ai pas envie d'avoir une nuée de libellules noires vrombissant au-dessus de ma tête. » Et Patricia, elle évoque une autre raison encore. Elle écrit surtout un atout pour les cambrioleurs pour surveiller votre propriété. Eh bien oui, ça fait peur et je suis contre l'usage privé et on n'a plus de vie privée. Beaucoup de peur. Bon. Ouais. Tu as fait une distinction entre drone de loisirs et drone professionnel. Oui. Et ça s'est retrouvé sur notre page. Oui, oui, tout à fait. Alors, du côté de nos internautes, la distinction est faite. Par exemple, Laura, qui, je l'ai citée tout à l'heure en début de chronique. Elle est contre l'usage privé, mais par contre, elle est tout à fait pour l'usage professionnel. Elle trouve que c'est même un atout. Elle ajoute, j'ai vu récemment un film où un sauveteur l'utilisait de façon professionnelle sur les plages pour voir si des personnes se noyaient ou voir s'il n'y a pas de requins dans l'eau. Donc là, l'utilisation est justifiée, donc il n'y a pas de problème vis-à-vis de nos internautes. Et Bernard tente de sauver quand même l'honneur des drones de loisirs en rappelant qu'il y a quand même une réglementation qui est établie par la DGAC pour protéger justement la vie privée des autres. Après, si elle est respectée, il n'y a pas de problème. Mais il ajoute, il y a des fous et ignorants partout, malheureusement. Donc c'est vrai que voilà, même si les règles sont établies, ça n'empêche pas certaines personnes de les utiliser. Les contourner. Voilà. Ok Sandrine, on peut passer aux sorties peut-être? Oui, peut-être, on peut. S'il te plaît, pour la fin de semaine. Avec plaisir. Alors, je vous ai préparé un petit programme, un petit planning pour organiser vos sorties sur toute la fin de semaine. Donc, ça commence ce soir et demain avec le salon du mariage à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Il y a une vingtaine d'exposants qui seront présents pour présenter les prestations incontournables des mariages. Je pense aux robes de mariée, bijoux, décorations, traiteurs, fleurs. Il y aura aussi des défilés de lingerie, de prêt-à-porter et de robes de mariée sur les 2 jours. Donc, c'est aujourd'hui de 14h à 19h et demain de 10h à 19h. Ok Sandrine, si on ne s'intéresse pas au mariage, tu as une idée pour occuper le vendredi? Oui, alors je peux leur proposer une séance de cinéma à Putelange-au-Lac pour voir le film 120 battements par minute. C'est une projection qui est proposée par le Foyer des Lacs demain à 20h à l'espace culturel. L'entrée est de 4,50 € pour les adultes et 3,50 € pour les moins de 15 ans. Ok, on passe au samedi. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, je vous propose soit un concert solidaire ou alors un théâtre en plate. Tu veux que je commence par lequel? Le concert. Ok, alors c'est un concert du groupe Route 66 qui aura lieu à Grossbiederstroff au profit de l'association Les Bouchons de l'Espoir. Alors, je le rappelle, cette association, elle œuvre pour aider les enfants atteints de cancer. L'entrée pour ce concert est de 12 € et il aura lieu à l'espace Jeux et Loisirs de Grossbiederstroff.
Ok, du théâtre en plate, mais pas à Groß-Biedersdorf, mais dans le Beacherland. Dans le Beacherland et sur le Beacherland. Alors, la troupe de théâtre de la paroisse de Bettwiller remonte sur les planches après le succès fou de leur dernière pièce qui était Discipline im Frauenkloster. Alors, je vais laisser Marc Schneider vous en dire plus. Vu le succès que nous avons eu il y a 2 ans, maintenant nous avons repris une pièce que nous avions déjà jouée en 2008, ou 2009 je crois, et on l'avait jouée que 4 fois, et puis là on a revisité la pièce et tout ça, on a amélioré parce qu'il y a d'autres acteurs qui entrent en jeu et tout, donc cette pièce-là s'appellera donc Hasejacht im Beacherland, après le Lustig, c'était Discipline im Frauenkloster, qui est, comme vous dites, a eu un succès phénoménal pour nous. On ne s'attendait pas à ça, et puis il est vrai qu'on a vendu pas mal de DVD que les gens se rappellent surtout du bien sûr. Mais bien sûr. Alors cette année, il y aura un autre mot qui, je pense, fera un peu le tour de tout le pays, du secteur. Et on va pas le dévoiler maintenant parce qu'il faudra venir, bien sûr, au théâtre donc à Bettwiller, pour venir voir ce mot spécifique que nous allons inclure dans la pièce. Et vous verrez, c'est très très marrant. J'invite tout le monde à venir. À se détendre chez nous parce que c'est la franche rigolade et c'est le but que nous avons, c'est de faire oublier les petits tracas de la vie aux gens qui viennent nous voir. Cette année, donc, la pièce ne parlera pas d'un couvent et de sœurs. Ça changera. Cette année, on sera en forêt, on sera avec un chasseur et on fera une chasse au lièvre. Les séances, c'est à partir du samedi 30 septembre à 20h à la salle au foyer de Bettwiller, comme d'habitude. Donc le dimanche 1er octobre. Et puis après, ça sera tous les samedis et tous les dimanches du mois d'octobre. Alors, moi, dans les coulisses, j'ai eu le droit de savoir c'était quoi la nouvelle phrase qui sera clé, mais je vous la dévoilerai pas non plus. Alors, je voulais... Bah oui, je tiens le suspense jusqu'au bout. Je voulais juste rappeler, donc, la première de cette nouvelle pièce aura lieu ce samedi à 20h. La deuxième représentation aura lieu dimanche à 15h. Pour ce spectacle, il n'y a pas de pré-vente. En fait, toutes les ventes se font sur place le jour même. Mais on peut tout de même réserver des places en appelant Marc Schneider ou Yves Hochet. Vous pouvez vous retrouver leur numéro de téléphone et toutes les dates sur leur affiche qui a été publiée sur la page Facebook Fun de Heulin, Bettwiller et Guisin. Et voilà. On finit le week-end en beauté avec plusieurs sorties à faire ce dimanche. Oui, alors à commencer, comme je le disais en intro d'émission, la première sortie incontournable, à mon avis, ce sera le raid Sarre-Moselle-Rive Action, qui a attiré cette année près de 1000 participants et sportifs qui se sont engagés pour faire 7 km de canoë, 28 km de VTT et 10 km de course à pied au départ à 10h30 de Sarreguemines pour arriver jusqu'à la piscine olympique de Forbach où une remise des prix est prévue à 17h45. Tu l'avais fait, toi, le raid ? Oui, on en a déjà parlé cette semaine, je ne vais pas revenir dessus. D'accord. Pour les moins sportifs, il y a aussi, comme toi, il y a aussi de la musique au programme. Il y a un concert de la chorale Souffle d'avenir à 15h à l'église du Val-de-Guéblange. Ok, les amateurs de danse pourront se rendre à Vouswiller. Oui, pour un thé dansant de 15h à 19h organisé par la municipalité et animé par Jackie Mélodie au W de Vouswiller. Ripper Café ce dimanche à Sarralbe. De 14h à 18h au centre culturel et sportif. Et le principe de Ripper Café, en 2 mots? On ne l'oublie pas, c'est de ramener des objets qui sont cassés ou détériorés et de demander de l'aide aux bénévoles réparateurs pour justement les réparer. Et d'ailleurs, je rajoute aussi que l'association Les Petites Mains est toujours en recherche de bénévoles réparateurs parce qu'il en manque toujours. Donc si vous avez l'âme d'un réparateur mais les connaissances aussi d'un réparateur, vous êtes les bienvenus. Ok. Pour faire des bonnes affaires, plutôt que de réparer des objets cassés, on peut aller au marché aux puces. Oui, alors c'est une solution et en même temps vous ferez une bonne action puisque c'est le marché aux puces qui est organisé par la Croix-Rouge. Il aura lieu dans la zone commerciale de Nenkirch de 7h à 18h ce dimanche. Merci Sandrine. Avec plaisir. Bon week-end à toi. Merci. Nous prenons maintenant de la hauteur, direction Ernestwiller et son annexe Eckenranspach. Cette commune a intégré la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence en 2009. Notre équipe l'a vue du ciel. Excellente fin de programme et bonne journée à tous. Bienvenue à Ernestwiller. En 1141, Rindibura faisait partie de la paroisse de Ramesbach
aujourd'hui Eckenransbach. Plus tard, le village fut abandonné. Le 8 novembre 1603, le comte Pierre-Ernest de Mansfeld, seigneur du Puttelange-au-Lac, céda tout le banc pour y construire un village appelé Ernestviller, d'après le nom du comte. Ernestviller est jusqu'à la Révolution une annexe de l'ancienne paroisse de Eckenransbach. En 1811, c'est Ernestviller qui absorbe Eckenransbach. Cette annexe possède l'un des monuments les plus singuliers du secteur. La chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours est classée monument historique. Ancienne église fortifiée, la tour adjacente, érigée au XIIIe siècle, permit autrefois à la population de se mettre à l'abri lors de la venue des envahisseurs. L'église néogothique d'Ernestviller, quant à elle, dédiée à Saint-Michel, a été construite en 1910. La commune, d'un peu plus de 500 habitants, s'étend sur 444 hectares, dont 38 de zones urbaines et 81 hectares de forêts répartis sur 2 massifs. Le reste est consacré à l'agriculture. 2 agriculteurs sont installés dans la commune, l'un à Ernestviller, l'autre à Eckenransbach. On retrouve aussi l'emplacement d'un château fort disparu au XIIe siècle qui ne fut jamais reconstruit. Seules les douves sont encore visibles. Sur l'axe Sarreguemines-Puttelange et à un jet de pierre de l'A4, Ernestviller jouit d'une position enviable. C'est peut-être pour ça que depuis des siècles, on est toujours revenu s'installer sur ces terres.